Bon retour sur ce plateau. Nous prenons donc d'abord le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit du sujet ayant trait au foncier au Cameroun. Nous posons le problème de savoir si finalement l'affaire foncière au Cameroun n'est finalement pas une affaire à prendre très très au sérieux. Je commence par Willy Mengue. Willy Mengue, pourquoi tant de problèmes fonciers subitement au Cameroun? Qu'est-ce qui explique ce que je vais maintenant appeler le phénomène foncier au Cameroun? Moi, j'appelle ça la boulimie foncière, c'est-à-dire les appétits fonciers sans fin, où des gens peuvent se permettre d'acheter à l'intérieur du Cameroun, et partie du domaine national et même du domaine privé de l'État, des superficies qui peuvent abriter tout un arrondissement, voire 2 arrondissements. C'est un problème qui n'est pas particulièrement indexé pour un groupe communautaire, comme j'entends ici et là. Parce que si moi je parle de mon arrondissement, on trouve les mêmes problèmes. Mais chez moi, les Bamileke n'achètent pas encore les terrains, par exemple. Mais c'est des gens de chez nous qui achètent des forêts et des forêts dont des gens traversent l'eau. Il va prendre 2 ou 3 ou 4 villages à lui seul parce que c'est l'élite administrative ou l'élite politique de la localité. Il achète tout, il achète dans sa belle famille. C'est des problèmes qui sont connus dans tout notre espace, dans tout le domaine national. C'est-à-dire, des gens pensent qu'à un moment donné, ils vont acheter tout le Cameroun, donc tout le domaine national. Tout ce qui appartient aux générations d'hier, aujourd'hui et de demain. Ils se font une propriété, on ne sait pour quelle projection, parce qu'un homme normal, si vous avez déjà au niveau du village, vous avez des terrains, dont vous avez hérité de votre famille, votre papa a donné une parcelle à vous, vous achetez peut-être encore 1 ou 2 hectares à côté, mais quand vous seul, vous avez 50, 100, plus de 100, allez un peu à Doumé. Doumé, c'est une ville que je fréquente régulièrement. Doumé est quasiment acheté. C'est-à-dire, quand vous prenez Doumé, entre Doumé et Dimako, il n'y a presque plus rien. Vous allez entrer jusqu'à 15-20 km dans la forêt. Pour espérer donc. Et à quel prix? Le commerce à quel prix? Est-ce que ces gens-là s'approprient, achètent? Je n'ai pas envie de dire acheter. Parfois, moins de 1000 francs le mètre carré. Parfois moins de 1000 francs le mètre carré. Allez aussi dans le faubourg de Yaoundé. C'est-à-dire, vous entrez un peu dans les petites villes autour de Yaoundé. Vous allez voir ce qui se passe. Je dis qu'il n'y a presque plus rien. Même pour que la mairie se développe, elle a besoin d'une ressource foncière pour poser les installations en termes de bâtiments. Il n'y a pas, c'est difficile parce que tout est acheté. Donc, je dis ce phénomène-là, c'est l'une des mines sur lesquelles, le Cameroun est posé, et à tout moment ça peut exploser. Moi je crois que si on tient compte de l'esprit de la lettre, de la circulaire du ministre des Domaines, qui connaît cette circulaire certainement à la demande de la présidente de la République, qui demande de faire un recensement détaillé des propriétaires qui ont des titres fonciers et qui ont des concessions qui vont au-delà de 50 hectares et de donner les noms. Je crois que cette mesure-là peut permettre à l'État de comprendre le fond, à quel niveau le mal là se trouve. Et c'est un mal qui, à un moment donné, va générer des conflits. Vraiment des conflits. Quand vous voyez à peu près ce qui se passe entre les Tika et Bamoun, au fond, il y a aussi un problème foncier parce que les Tika se retrouvent asphyxiés foncièrement. Je peux le dire par le peuple Bamoun. Or, toute personne a besoin d'une ressource foncière pour se développer. Parce qu'on se développe tous à partir des ressources foncières. Même l'État se développe à partir de sa ressource foncière. L'État ne peut pas dire qu'elle va développer une ville sans avoir la garantie sur la même sur le domaine national qui est aujourd'hui carrément conquis par des particuliers. Alors je voudrais dire que tous ceux qui ont donc acheté le Cameroun doivent comprendre qu'à un moment donné, ils vont se dessaisir. L'État va les amener à se dessaisir de ces propriétés parce qu'on ne peut pas, à soi seul, avoir des centaines d'hectares. Même si c'est pour, et tout ça même c'est pour faire quoi?
On ne voit pas les productions, on ne voit pas peut-être les exploitations agricoles. On dit, bon, d'abord, j'ai pris 3 villages, voilà une palmeraie. Hein? On ne voit pas. On ne voit pas de mise en valeur. On ne voit pas de mise en valeur de ces ressources foncières qui sont, n'est-ce pas, piochées dans le domaine national ici et là. Donc c'est un gros problème sur lequel il faut s'appesantir et vraiment il faut résoudre ce problème avant que les dessous n'explosent. C'est un gros problème qu'il faut justement poser et nous prenons le risque de le poser encore. Apparemment, le problème de terrain au Cameroun est devenu un problème à risque. Oui. On n'en parle même pas n'importe comment. C'est la 3e fois que nous posons ce problème en espace d'1 an parce que nous nous sommes dit que la situation était de plus en plus sérieuse. Oui, Pierre Blériot, vous voulez absolument réagir là? Ah oui, je crois que vous me passiez la parole. Non, c'est pas vous qui devez passer la parole. Je vous ai vu comme vous le faites. Je passe la parole à Maïdadi Sédou. Maïdadi, on parle là d'un problème d'accaparement de terre. Il parle des gens qui s'approprient des centaines d'hectares au vu et au su du gouvernement de la République. Pourquoi le gouvernement ne prend pas des mesures fortes au niveau d'abord de la législation? Est-ce qu'un individu a le droit d'acheter 100, 200, 300 hectares de terre? Oui, comme tout le monde l'a dit ici, le problème du foncier est un sujet très, très, très important. On a l'habitude de dire que ce sont les élections qui mènent à des conflits dans un pays, mais le foncier peut être beaucoup plus compliqué que les élections encore, parce que pour les élections, il y a des gens qui s'en foutent des résultats, ils peuvent être dirigés par n'importe qui, il n'y a pas de problème et tout. Mais pour la terre, tout le monde est concerné par la terre. Tu as besoin de la terre pour te loger, tu as besoin de la terre pour l'exploiter afin d'avoir de mener des activités génératrices de revenus. Donc c'est quelque chose de très important. Et ça mène à des conflits terribles. Vous voyez le problème israélo-palestinien, quand on va au fond des choses, c'est un problème du foncier. C'est la terre et l'eau qui sont discutés. C'est pas autre chose. On s'est caché derrière la religion pour rien, mais au fond, c'est un problème de terre. Et chez nous, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que, premièrement, le problème est très mal posé ou alors très mal présenté. On est parti d'un faux postulat que la terre appartient à l'État. C'est un postulat qui est faux. Vous n'êtes pas d'accord? Non. La terre appartient aux communautés. L'État est venu trouver les terres. L'État a trouvé les communautés. Et la terre appartenait aux communautés. C'est parce qu'on est parti d'un faux postulat. La terre appartient à l'État qu'on constate tous ces abus de l'administration foncière. Le ministre, le MINCAF par exemple, au vu de ce postulat, il se croit investi de tous les pouvoirs. Il peut décider certainement sur la base des textes qui, bon, là aussi on va venir dessus, qui ont été manipulés dès le départ. Je crois il est plus logique de dire que l'État est le gardien des terres parce qu'il a les moyens. Et c'est totalement différent de l'État est propriétaire des terres. Bien sûr, l'État a besoin de certaines superficies pour loger des projets de développement. Ça, on ne conteste pas à l'État. Mais là également, là où le problème se trouve, c'est que ce problème-là, il est mal solutionné. Partout, on vous parle d'un cadre de constat et de concertation composé des pouvoirs publics, des opérateurs privés et de la population locale. Présenté comme ça, là, c'est très bien fait. Mais il faut entrer là-dedans pour voir comment ça fonctionne. Qui représente les pouvoirs publics? Aujourd'hui, les régions, les conseils régionaux ne sont pas impliqués dans
dans cette réflexion. C'est totalement incohérent. Les conseils municipaux ne sont pas impliqués dans cette réflexion. C'est incohérent. L'administration traditionnelle qui représente les communautés n'est pas impliquée là-dedans. Et on parle de population. Parler comme ça, c'est très vague. On se rend compte qu'en fait, il y a quelques élites qui prétendent représenter la population. Non, je crois que dans le cadre de la réflexion, ça c'est comme solution qu'on va voir après, il faut voir comment est-ce que ces populations-là doivent être représentées. Très bien. Merci, Madadi Sédou. Passons la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, ce n'est un secret pour personne. Depuis plusieurs années, vous travaillez de manière très profonde sur le foncier au Cameroun. Le mal est de plus en plus profond, si je m'en tiens à ce que les uns et les autres disent sur ce plateau. Première chose, qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi avons-nous l'impression qu'il y a blocus? Pourquoi avons-nous l'impression que d'autres sont lésés? J'ai failli dire qu'il y a d'énormes frustrations lorsqu'on évoque la question foncière au Cameroun. Alors, premier problème, la corruption des fonctionnaires. Ah bon? C'est la corruption des fonctionnaires qui facilite les dérives, motivées donc par des ambitions qui peuvent être des ambitions des groupes ethniques, qui peuvent être des ambitions individuelles. Je voudrais faire remarquer le discours contradictoire que M. Mengue a eu, tout en disant des choses d'une extrême pertinence. Il commence d'abord par dire qu'il n'est pas d'accord avec l'aspect communautaire qu'on veut donner, pour ensuite finir par dire que les Bamoun et les Tika estiment que les Bamoun prennent leur terre. Tant que vous allez vouloir régler les problèmes, en refusant de dire qui fait quoi, vous devenez vous-même une partie du problème. Le fait, l'hypocrisie qu'on veut avoir sur les questions et politiques et foncières, les deux étant d'ailleurs très imbriqués, devient une partie du problème. Si dans la région du centre et du sud ou de l'est, la spoliation qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux des populations autochtones est essentiellement due à d'autres autochtones, vous n'allez pas refuser aux Tikas de considérer que la spoliation foncière dont ils sont victimes est due au Bamoun. C'est lui-même qui dit que c'est un conflit entre Bamoun et Tika. Mais il me refuse de dire que la spoliation foncière dont le littoral est victime est, je le dis et je le répète, ce ne sont pas les bourreaux qui prennent des terres dans le camp. Ce ne sont pas les peuples qui prennent les terres dans le Mungo avec l'aide des fonctionnaires corrompus qui eux-mêmes ne sont pas originaires de ces localités. Il est très facile pour un fonctionnaire originaire de l'Est, un sous-préfet, de venir participer à une immatriculation frauduleuse des terres dans le Mungo tout simplement parce qu'il ne se sent pas concerné par les dérives et les conséquences. Il va partir, il va laisser derrière lui un litige qu'un autre sous-préfet, un autre préfet sera chargé de gérer comme il pourra le faire. Cette corruption-là permet à certains groupes organisés, contrairement à ce que je vais entendre, il existe au Cameroun aujourd'hui un comportement qui est une dérive qui va porter lourdement atteinte au vivre ensemble, qui est que des groupes communautaires s'organisent au détriment d'autres groupes. Je reviens sur la question politique qui elle-même est liée à la terre. Est-ce que c'est par hasard que les représentants des peuples autochtones du littoral qui devraient s'asseoir là où le gouvernement s'assoit pour répondre de la manière dont le pays est gouverné, cet endroit s'appelle l'Assemblée nationale, c'est pour rien que les peuples autochtones du littoral sont remplacés progressivement par une et seule communauté
Quand je dis que sur les 19 sièges de députés du littoral, 8 sont originaires, les gens qui occupent ces sièges sont originaires de l'Ouest. Ils ne sont pas originaires de l'extrême nord. Ils ne sont pas originaires, ils ne sont pas des Peuls. Ils ne sont pas des Ticards. Ils ne sont pas des Boulous. Ils ne sont pas des Makas. Ils sont des Bamileke. C'est ce qu'ils sont. Si Pierre n'est pas Ticard, il est Bamileke. Ngancham n'est pas Ticard, il est Bamileke. Il n'est pas là par hasard. Ndjemeni n'est pas Ticard, il n'est pas Boulou. Ndahar Isaac n'était pas Boulou. Etc., etc. Il y a une organisation dans le RDPC, comme dans certains autres partis à connotation tribale, qui veut qu'on fasse jouer le vote communautaire au détriment des populations autochtones. Ça donne quoi? Ça donne que ceux qui peuvent plaider pour les populations autochtones deviennent de moins en moins nombreux dans la représentation nationale où ces choses peuvent être dites et dénoncées et corrigées. Et enfin, on obtient quoi? On obtient des organisations pour revenir sur la question foncière. Le chef du canton Vouri-Bélé, dont j'ai parlé ici, a fait annuler dans son canton 90 titres fonciers qui représentaient à peu près 2000 hectares cumulés. Ces 90 titres fonciers, ce ne sont pas les Boulous qui les détiennent. Ce ne sont pas les Peuls. Ce ne sont pas les Moundans. Il y a bien un problème là-dedans. D'où vient-il que les 90 titres fonciers annulés dans le canton Vouri-Bélé soient détenus par les ressortissants d'une communauté? Et vous refusez de voir une organisation derrière ce comportement. Voyez donc ce qui vient de se passer maintenant dans le canton Vouri-Bélé. Les gens qui ont fait ceux qui ont perdu ces 90 titres fonciers se sont organisés, corruption aidant, pour obtenir que le canton Vouri-Bélé soit partitionné. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on le divise. Depuis 3 ou 4 jours, on a arrêté à diviser le canton Vouri-Bélé pour créer un deuxième canton. Et le deuxième canton qu'on a créé, c'est là-dedans que s'étaient domiciliés les 90 titres fonciers annulés. Bien sûr que Mengue a raison d'une certaine manière quand il convoque les élites de la localité. Parce que la partition du canton Vouri-Bélé, c'est la personne qui est devant. C'est une élite de la localité, un ancien recteur d'université qui cherche à se fabriquer un canton où il sera chef de canton. Mais les sponsors de l'opération, ce sont les propriétaires de 90 titres fonciers annulés-ci et ceux qui sont dans la ligne de mire, parce que le canton Vouri-Bélé était aussi en train d'attaquer 200 autres titres fonciers qui ne sont pas des propriétés foncières des Makas de l'Est. Ce ne sont pas les étoiles de la LEC qui sont en train de chercher à faire immatriculer 200 titres fonciers. Tout ça sur des bases complètement frauduleuses, organisées par des sous-préfets qui eux-mêmes, n'étant pas des autochtones de ces localités-là, n'ont cure de tout ce qui pourra se passer demain. Surtout, ils ne pensent pas aux enfants des populations autochtones qui sont en train de faire des enfants. Les gens du camp ne sont pas morts. Ils se reproduisent. Ils font des enfants qui auront eux-mêmes besoin de terre. Si, comme Mengue dit, vous venez des autres contrées du pays, vous venez de l'Ouest, vous vous organisez en bande pour faire des razzias. C'est pour que demain les enfants du camp aillent habiter où? Que eux-mêmes les enfants du camp aillent chercher des terres sur le peuple boulot. J'ai un problème. Est-ce qu'il n'y a que les populations de l'Ouest qui s'en accaparent? Je croyais avoir répondu de façon sibylline à Mengue en disant que si la spoliation foncière... Mengue a parlé tout à l'heure du Sud. Oui, il a dit de l'Ouest. Voilà. Et je lui dis donc les propres élites. Oui. Et je lui dis donc que cette dimension-là est à retenir.
Mais chez nous, au littoral, les causes ne sont pas les mêmes. On a l'impression, Elimbi Lobé, que vous en faites une fixation. Oui. C'est-à-dire que vous en faites une fixation sur les populations de l'Ouest, alors que le problème foncier doit être posé dans Je ne refuse pas que vous vous asseyez là où vous pouvez pour le poser dans sa globalité, Oui. parce que les voies par lesquelles cette dérive se met en place sont les mêmes. J'ai dit la corruption des fonctionnaires. Sauf que si dans le Sud, ce n'est pas un groupe social qui s'organise pour faire cette prédation et que c'est des élites individuellement, dans le littoral, ce n'est pas la même réponse. Ce n'est pas la même cause. Ce n'est pas un Douala qui cherche à prendre des hectares à Yabassi. Très bien. Ceux qui prennent les hectares à Yabassi, le constat est là, sauf si on refuse de voir ce constat. C'est que ce n'est pas par hasard que vous avez dans le Mungo les titres fonciers qui ont été annulés par la lutte de Madame Soba et Kolo et dans la zone du pays Ballon. Ces titres fonciers-là n'appartenaient pas à des bêtises, c'est ce que je dis. Tous ces titres fonciers appartenaient à des ressortissants d'une même région. Ce qui nous donne l'impression que, ça nous donne l'impression que certains, par commodité ou par mercantilisme politique, veulent refuser. Ça nous donne l'impression que les gens de cette communauté-là sont organisés pour obtenir cette spoliation foncière. Je continue à poser la question. Pourquoi les conflits fonciers à Douala et dans le Vouri, si vous en avez 10, les 10, dans les 10 là, 9 sont contre les ressortissants de l'Ouest. Enfin, moi, je n'ai pas fait des statistiques. Non, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait des statistiques, c'est moi qui parle. Des statistiques. Oui, c'est moi qui parle. Nous allons le vérifier. Oui. D'accord. Le temps pour moi de passer directement la parole à Pierre Blériot. Mais Pierre Blériot, je ne fais qu'insister que nous posons ce matin un problème fondamental de plus en plus au Cameroun, l'aspect ayant trait au foncier. Alors, préoccupation essentielle pour qu'on soit au même niveau de compréhension. Est-ce que nous devons prendre le problème du foncier au Cameroun en indexant de manière très claire une communauté ou alors certaines communautés, ou alors nous devons prendre l'aspect foncier au Cameroun en faisant une lecture synoptique de la chose? Parfois ici, si nous indexons une communauté ou si nous indexons la problématique foncière à une communauté, nous n'allons pas résoudre le problème. Mais le problème est solvable en lui-même. Vous avez le texte du ministre, le communiqué du ministre. Tout à fait. Il faut le lire calmement. Monsieur Elimbi Lobé évoque à juste titre la corruption de nos fonctionnaires. Oui. Celle-ci va faire beaucoup de mal à ceux qui ont évidemment mal acquis les terres. Il ne faut pas poser le problème en indiquant une communauté. Si par hasard, une communauté se retrouve majoritaire dans la solution, ce sera son problème. Je veux prendre quelques exemples. Oui. Vous verrez que dans le communiqué, on a demandé d'identifier de façon claire les gens qui ont des propriétés de 50 hectares et au-delà. Parce qu'il faut dire quelque chose de manière un peu technique. Et Elimbi Lobé comprend ça et beaucoup d'autres ici. Quand vous demandez une concession, il y a des concessions que le ministre peut signer. Il y a des concessions que seul le chef d'État peut signer. Et il y a tout un encadrement. Des gens ont obtenu des concessions définitives sans avoir fait des mises en valeur. La loi dit que vous ne pouvez pas. Parfait, ici pour les téléspectateurs qui nous suivent. Si Niemek aspire à une concession sur un terrain, il fait une demande de concession provisoire. Il y a une commission qui descend, vient voir le terrain, parfois ici produit un document dans lequel il indique les mises en valeur qu'il fera sur le terrain en question. Lorsque cela est approuvé, on lui donne un délai. La commission reviendra vérifier qu'effectivement ce que Parfait Haïssé avait dit sur les superficies indiquées a été réalisé, et seulement la commission peut maintenant signer et le préfet peuvent lui donner une concession définitive. Mais il y a des gens qui ont des concessions définitives de 200 hectares sur des terrains sur lesquels ils n'ont même pas encore commencé à faire entrer une machette. Du point de vue de la loi, on va leur retirer ces concessions.
Ça n'a rien à voir avec la commune. On va leur retirer ces concessions. Il y en a qui ont cru contourner l'État. Quand on avait dit 50 hectares comme limite, le même individu a produit 10 dossiers. 50, 50, 50. Oui. Il a donc 50 fois 10. fois 10. Il est donc propriétaire de 500 hectares de terrain sous le nom de la concession. Toutes ces choses doivent être mises en évidence. Et Willy Mengue, c'est peut-être parce qu'il parlait vite. Non, c'est pas 1000 francs le mètre carré. Jusqu'à présent, les enquêtes qui ont été menées, c'est que certains terrains ont été achetés à 5 francs le mètre carré. Attends, 5 francs c'est... Oui, 5 francs c'est... En fait, c'est ça. C'est rue Blériot. Je vous dis... Non, dans les concessions... Non, effectivement, c'est que... Dans les concessions, c'est l'État qui fixe le prix. Alors... 500 francs. 5 francs. 5 francs. Oui. Alors, bon, c'est normal donc que quelqu'un puisse acheter 200 hectares. Mais bien sûr, et on n'a pas prévu, vous voyez, on n'a pas vérifié toutes les garanties qu'on devait vérifier dans le cadre d'une concession. Il y a ce problème qui se pose. Maintenant, revenons sur la question foncière du littoral. Oui. Ce qui me gêne avec l'analyse de Libby Loubé, c'est qu'il ne dégage jamais la part de responsabilité des littoraliens. Si. Non, tu ne la dégages pas. Si. Pas très souvent. Parce que pour que ce discours soit entendu par les gens de bonne foi, seuls les gens de bonne foi vont nous comprendre. Hein. Il y a d'autres qui sont de mauvaise foi. Ils estiment que si on a l'argent, on peut tout acheter. C'est faux. On ne peut pas tout acheter parce qu'on a de l'argent. La conséquence, c'est que si on achète tout avec l'argent, on risque de tout perdre à cause de l'argent. Mais Elimino devrait dégager, nous devons dégager la responsabilité de certaines personnes ou de certains groupes ethniques, nous-mêmes, certaines communautés, qui nous sommes octroyés le droit de brader les terres. Quelquefois, les conflits dont ils parlent sont des conflits familiaux. C'est-à-dire un groupe de frères, ou bien tous les frères à un moment donné, ont décidé. Le littoral a attiré beaucoup d'appétit, il faut le dire. C'est la zone du Cameroun la plus... À un moment donné, hein, Blériot, lorsque vous parlez de brader les terres, est-ce que certaines populations autochtones avaient le choix? Prenons justement les autochtones de Douala, ceux de Yaoundé. La ville est venue les surprendre à un moment donné de leur existence. Conséquence, tout ce qui est arrivé. Alors, c'est peut-être la malchance pour ces personnes d'être nées dans ces zones-là. Non, parfois ici, c'est pour cela que moi je pose le problème différemment. Oui. L'État n'a pas suffisamment protégé ces deux grandes villes. L'État n'a pas suffisamment protégé. Est-ce qu'il ne revient donc pas justement à cet État, faisant probablement le constat de n'avoir pas suffisamment protégé ces autochtones, de se rattraper? Oui, mais parfait, vous savez déjà qu'il y a des gens qui ont maille à partir avec le concept autochtone. Ils disent que ça n'existe pas. Ça existe même dans la Constitution. Non, ça existe partout au monde. Voilà. Partout au monde. Il faut vous balader hors de Yaoundé et Douala pour vivre la réalité de l'autochtonie. On a M. Maïdadi, c'est ça, non? Oui, c'est d'où? Mais l'autochtonie est forte chez vous, non? Absolument. Mais pourquoi on ne peut pas être tous honnêtes pour le dire comme ça? C'est fort ailleurs. Quand vous posez le problème Bamoun Tikar, mais c'est parce que l'autochtonie est forte. Dans un certain nombre de choses, on vous dit par exemple que dans le Noun, le roi est propriétaire de toutes les terres. Pierre Blériot, oui. Avec votre permission, je sais que vous avez toujours été compréhensif. Nous allons accueillir votre grande sœur, hein, Calixte Beyala, qui s'impatiente au téléphone. Vous avez des actes de naissance? Bon. Calixte Beyala, bonjour.